Résumé du livre, Propaganda, la fabrique du consentement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde caché de la manipulation de masse à travers un livre, qui en révèle les mécanismes. Chaque jour, dans l'espace public, sur vos écrans ou même au cœur de vos conversations, des forces invisibles façonnent votre perception du monde. Vous ne le voyez pas toujours, mais ces messages sont là, subtilement dissimulés, manipulant vos émotions et vos réflexes, comme un chef d'orchestre invisible. Ces techniques, parfois subtiles, parfois insidieuses, permettent à ceux qui les maîtrisent de contrôler les masses, sans utiliser la violence ou la répression directe. En seulement 50 ans, ces méthodes ont été perfectionnées, et tout a commencé avec un homme. Edward Bernays. Mais avant de le découvrir, rappelons-nous une citation fondamentale de Thomas Jefferson. Dans une société démocratique, tout dépend du consentement du peuple. Le terme « propagande » fait souvent écho à des régimes totalitaires, mais ses origines sont bien plus complexes et moins connues. La propagande telle que nous la connaissons aujourd'hui a pris forme pendant la première véritable guerre mondiale, lorsque les États-Unis sont entrés dans le conflit en 1917. Avant cette date, le président Woodrow Wilson, élu sous l'engagement de maintenir les États-Unis hors des affaires européennes, s'est retrouvé dans une situation délicate. Comment convaincre une population jusque-là pacifiste de rejoindre une guerre qui semblait si éloignée de leurs préoccupations ? Le président ne souhaitait pas imposer par la force la participation des États-Unis à la guerre, mais ses conseillers lui proposèrent une autre stratégie, convaincre le peuple, en le persuadant que leur engagement était indispensable. La commission Creel fut créée pour accomplir cette tâche colossale. L'un de ses membres les plus influents était un certain Edward Bernays, un homme dont les idées allaient redéfinir la façon dont l'opinion publique serait manipulée pour les décennies à venir. Bernays, le maître de la manipulation des foules. L'objectif était simple, mais ambitieux. Persuader la population de la nécessité de la guerre, non par la force des armes, mais par l'influence psychologique. La méthode ? Appliquer des techniques empruntées au monde de la publicité, du divertissement et de la psychologie. Si vous étiez un Américain de l'époque, vous auriez vu des acteurs de cinéma, comme Charlie Chaplin, se dresser publiquement en faveur de l'entrée en guerre. Les médias, en particulier les films, étaient utilisés pour faire passer des messages subliminaux. En parallèle, des récits fabriqués, comme ceux décrivant des bébés empalés sur des baïonnettes en Belgique par les Allemands, circulaient, exploitant au maximum la peur et la colère. La commission Creel comprenait bien une chose, les foules ne raisonnent pas, elles ressentent. C'est en jouant sur l'émotion et l'instinct qu'elles sont véritablement influencées. Ils employaient des symboles puissants, créant des images de l'ennemi allemand comme des gorilles brutaux, maltraitant des innocents. En quelques mois, grâce à ces campagnes, l'opinion publique était retournée, et les États-Unis s'engageaient dans la guerre avec l'aval de la population. La propagande au service du capitalisme. Le succès fulgurant de la commission Creel ne passe pas inaperçu. Après la guerre, les grandes industries, telles que celles de Rockefeller et Carnegie, commencèrent à s'intéresser à cette forme de persuasion pour leurs propres objectifs. Car si les masses pouvaient être convaincues de l'importance d'entrer en guerre, pourquoi ne pourraient-elles pas l'être pour soutenir un système économique ? Les industriels américains étaient confrontés à une défiance croissante, exacerbée par les grèves et les manifestations. En 1914, la situation s'aggravait encore lorsqu'un massacre de grévistes eut lieu, et la famille Rockefeller elle-même échappa à un attentat. Les élites industrielles, alors qu'elles étaient de plus en plus accusées d'être responsables des inégalités et de l'exploitation des masses, se tournèrent vers Bernays pour les aider à reconquérir les foules. Ce dernier n'hésita pas une seconde à leur offrir son expertise. Edward Bernays, qui avait étudié la psychologie et avait même eu pour oncle Sigmund Freud, a rapidement perçu le potentiel de cette discipline dans la manipulation des masses. Son idée fondamentale était que les individus croient agir rationnellement, mais en réalité, leurs choix sont dictés par leur inconscient et leurs pulsions les plus profondes. En jouant sur ces instincts, ils pouvaient non seulement vendre des produits, mais également vendre des idées, des croyances, et même des systèmes économiques entiers. Le capitalisme comme valeur démocratique. À partir des années 1920, Bernays se lance dans une série de campagnes pour les plus grandes entreprises du pays. Ces campagnes, à la fois subtiles et puissantes, ont changé le visage de l'Amérique. Il ne s'agit pas seulement de vendre des produits, il s'agissait de créer une culture où la consommation devenait une valeur essentielle. Prenons l'exemple de sa campagne pour la Beech Nut Company. Au lieu de promouvoir simplement le bacon de cette entreprise comme étant meilleur que celui des autres,
Bernays décide de redéfinir le petit déjeuner américain lui-même. Il fit appel à des médecins, figures respectées, pour affirmer qu'un petit déjeuner copieux était bon pour la santé. En quelques années, le bacon est devenu un incontournable de la matinée américaine, et le petit déjeuner est devenu une institution culturelle. Mais Bernays allait aller plus loin. Il utilisa également ses talents pour faire progresser des idées sociales. Par exemple, pour l'American Tobacco Company, il entreprit de briser un tabou de longue date, les femmes ne fumaient pas en public. Il a saisi l'opportunité des luttes des suffragettes pour relier le droit de fumer à la lutte pour la liberté et l'égalité des femmes. Lors d'un défilé de Pâques à New York, Bernays organise une scène où des femmes de la haute société fumaient des cigarettes qu'il surnomma « les torches de la liberté ». Ce geste, photographié et largement diffusé, fit sensation. En 5 semaines, les espaces fumeurs dans les théâtres de New York furent ouverts aux femmes. La propagande au service du gouvernement. Dans un pays en crise comme les États-Unis, où la Grande Dépression frappa durement, Bernays n'eut pas à attendre longtemps pour une nouvelle demande. Lorsque Franklin D. Roosevelt fut élu en 1933, il comprit rapidement qu'il ne pourrait réaliser ses réformes qu'avec le soutien des masses. L'économie s'effondrait, et des millions de personnes étaient sans emploi. Roosevelt s'adresse à Bernays, qui mit en place des campagnes pour humaniser l'image du président et ses réformes. Il organisa des « discussions au coin du feu » où Roosevelt s'adressait directement aux Américains par radio, entraînant les mesures qu'il prenait et les raisons de ses actions. Ces moments de proximité créaient un lien intime avec le peuple. Dans un autre registre, Bernays utilise également des documentaires pour exposer l'ampleur des souffrances liées à la crise, afin de susciter la compassion et d'appuyer les politiques du New Deal. Par ses manipulations émotionnelles, il parvint à convaincre une grande partie de la population que les réformes étaient nécessaires, et que la politique interventionniste de Roosevelt était la seule voie pour sortir de la crise. Au-delà des frontières américaines, la propagande de Bernays a eu des répercussions mondiales. Des régimes totalitaires comme le Troisième Reich s'en inspirèrent pour propager leurs idéologies. Mais la propagande ne s'arrête pas à la guerre. Elle se transforme pour devenir un outil plus raffiné de manipulation des masses, au service de la guerre froide, des intérêts économiques et de la politique mondiale. Elle est devenue un rouage invisible du capitalisme, une arme douce mais puissante pour façonner les sociétés. En somme, la propagande, comme nous l'avons vu, a traversé les époques et les continents, influençant les décisions, les valeurs et les croyances des peuples. Edward Bernays a établi que la propagande est un art de persuasion, qui utilise des outils psychologiques pour façonner les masses et orienter leur comportement. Mais, il ne s'agit pas simplement de convaincre. Il s'agit de comprendre la psychologie collective et de l'exploiter à des fins précises. Cependant, comme tout art, la propagande évolue avec son époque. Si les techniques de Bernays étaient déjà révolutionnaires, l'ère numérique offrait de nouveaux moyens d'application, mais aussi de nouveaux défis. Aujourd'hui, alors que les médias sociaux et la technologie dominent notre quotidien, les principes de Bernays ont trouvé un terrain d'expression encore plus puissant. Nous entrons ainsi dans une ère où la propagande n'est plus seulement orchestrée par des individus ou des États, mais par des algorithmes et des plateformes qui ont appris à mieux nous connaître que nous-mêmes. L'influence ne se limite plus à quelques messages publicitaires ou à des campagnes politiques visibles, elle se cache désormais dans chaque clic, chaque like et chaque image soigneusement sélectionnée pour modeler nos avis. Comme Bernays l'avait anticipé, la propagande s'est infiltrée dans chaque aspect de notre vie quotidienne, mais la question demeure, jusqu'où ces nouvelles formes de manipulation peuvent-elles aller, et comment la société réagit-elle face à cette manipulation silencieuse des masses? Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.